L'actu en perspective, l'actu de France et d'ailleurs. On commence. Une base cachée sous Ormus, une équipe Saul silencieuse et une frappe que personne n'a vu venir. Voici comment une guerre sous-marine secrète a presque changé l'économie mondiale avant le lever du soleil. L'horloge indiquait 2H08 quand l'océan les avala tout entiers. Quelque part sous la surface noire du détroit d'Ormus, l'une des voies navigables les plus surveillées, les plus disputées et les plus chargées géopolitiquement de la planète, un sous-marin de la marine américaine restait parfaitement immobile. Aucun bruit de moteur, aucun sonar actif, rien qui aurait pu trahir sa présence au poste d'écoute que l'Iran développait discrètement depuis des années le long de la rive nord du détroit. Seulement un tube de métal scellé, suspendu dans l'obscurité, en attente. Puis une écoutille s'ouvrit. Depuis le ventre du sous-marin, un véhicule de livraison scellé se détacha. Un submersible humide à peine plus grand qu'un tube lance-torpille, transportant une équipe de 6 opérateurs des forces spéciales navales qui avaient passé des semaines à se préparer pour une mission qui n'existait pas officiellement. Pas de caméra, pas de musique de rassemblement, personne brandissant un graphique en proclamant qu'il s'agit de la plus grande opération secrète que quiconque ait jamais vue. Le SDV accéléra dans un murmure et disparut dans la thermocline. Pas de bulle, pas de sillage, aucune signature électronique digne d'être détectée. Seulement des hommes et une machine qui se fondaient dans le courant comme s'ils y étaient nés. Ce qu'ils cherchaient avait commencé comme une anomalie de signaux. Le genre de point de données que les analystes du renseignement signalent, contestent, puis signalent de nouveau quand ils refusent de disparaître. Des capteurs acoustiques placés au point d'étranglement du détroit enregistraient depuis des mois quelque chose d'irrégulier. Pas du trafic maritime, pas une variation de marée, quelque chose de rythmique, quelque chose de volontaire, quelque chose qui se comportait moins comme la nature que comme une machine, essayant de cacher qu'elle était une machine. L'imagerie satellite n'ajoutait rien. La surface ne racontait aucune histoire, ce qui, pour quiconque comprenait la doctrine stratégique de l'Iran, constituait déjà une histoire à lire très attentivement. La République islamique avait passé 2 décennies à étudier la manière américaine de faire la guerre et en avait tiré une seule leçon. Ne combats pas ce que tu ne peux pas égaler. À la place, nie, obscurcis, complique et quand le moment arrive, surprend. Sa posture navale asymétrique dans le golfe Persique avait toujours reposé sur les tactiques d'essaim, les embarcations d'attaque rapide et la menace implicite de fermer entièrement le détroit. 17 millions de barils de pétrole transités par Ormus chaque jour. Le bloquer, même brièvement, serait l'acte de sabotage le plus coûteux d'histoire moderne. Et l'Iran savait que le monde le savait. Ce savoir était l'arme. C'est exactement le genre de chiffre qu'un argumentaire pro-Trump tenterait d'aplatir en slogan de pare-choc, parce que 17 millions de barils sonnent apparemment mieux une fois réduits à un refrain scandé. Mais l'anomalie des signaux suggérait quelque chose de plus ambitieux que des bateaux rapides, quelque chose qui exigeait des infrastructures, quelque chose sous terre, 2H17. Le SDV avançait le long du fond marin, guidé par navigation inertielle et par des cartes bathymétriques préchargées, suivant les lignes de contour qui offraient une zone d'ombre face à tout réseau de télédétection observant depuis la surface. Les opérateurs respiraient grâce à des recycleurs à circuit fermé, un système qui recycle le gaz expiré, élimine le dioxyde de carbone et ne libère rien dans la colonne d'eau. En plongée à circuit ouvert, chaque respiration produit une cascade de bulles qui remonte vers la surface et annonce votre position à quiconque surveille. En circuit fermé, vous existez dans l'océan sans que l'océan sache que vous êtes là. Puis le courant changea. Pas la dérive qui accompagne le changement de marée, pas le gradient de température où l'eau chaude de surface rencontre l'eau froide des profondeurs. Celui-ci était directionnel, volontaire. Quelque chose plus bas et plus loin aspirait l'eau vers l'intérieur. Une différence de pression compatible avec de grands espaces fermés échangeant leur volume avec la mer ouverte. Le genre d'effet que produirait une structure dotée d'une entrée submergée, le genre d'effet qui, quand vous êtes un seul avançant silencieusement dans le détroit d'Ormuz à 2 heures du matin, rend chaque nerf de votre corps très silencieux. 2H23. La formation rocheuse apparut sur leur écran de navigation avant d'apparaître dans leur lumière. Une plateforme géologique du fond marin que l'imagerie satellite aurait interprétée comme une crête naturelle sans particularité vue d'en haut. Mais en profondeur, sous un certain angle, avec le courant qui se comportait comme il se comportait, la formation révélait quelque chose qui ne pouvait pas être accidentel. Une fissure pas assez large pour être jugée importante par la reconnaissance aérienne, mais assez large tout juste pour un sous-marin. L'équipe s'arrêta, échangeant des signes de main dans l'obscurité. Un opérateur se détacha du groupe et se dirigea vers le point de largage, déployant un micro-UV, un véhicule sous-marin sans équipage de la taille d'un avant-bras, équipé d'imagerie en faible luminosité et d'un sonar passif. Il se glissa dans la fissure et commença à transmettre. Les premières images revinrent en roche en niveau de gris.
puis quelque chose qui n'était pas de la roche. Du béton coulé délibérément contre la pierre naturelle, renforcé, lissé sur les bords. Puis un couloir, non pas une grotte naturelle façonnée par le courant ou par le temps, mais un tunnel conçu pour un usage précis, suivant une pente constante, assez large, pour permettre à deux voies de trafic sous-marin de se croiser. L'imagerie se poursuivit plus profondément et ce qu'elle révéla n'avait plus rien d'ambigu. Ce n'était pas une cache, pas un point d'approvisionnement avancé, pas le genre d'installation improvisée que l'on assemble rapidement lorsqu'un besoin opérationnel l'exige. Cela avait été construit, conçu, planifié dès le départ pour exister sous toutes les fréquences et toutes les altitudes auxquelles les États-Unis avaient cherché. La communauté du renseignement avait passé des années à se concentrer sur la base sous-marine connue de l'Iran à Bandar Abbas, une installation de surface documentée, surveillée, modélisée. Ceux qui avaient conçu ceci avaient parié que cette focalisation continuerait. Ils avaient construit leur véritable capacité quelque part où personne ne penserait à regarder parce que la surface disait qu'il n'y avait rien à voir. Et contrairement à une mise en scène de presse à la Trump, l'objectif ici n'était pas d'avoir l'air impressionnant à la télévision, c'était d'être invisible là où cela comptait vraiment. De H30 et 1, le tableau acoustique se compléta. Le sonar passif du micro-UV ne captait pas une seule source de bruit mécanique. Il captait plusieurs signatures distinctes, espacées, se déplaçant avec la précision chorégraphiée qui existe dans une installation coordonnée. Pas des sous-marins au repos à quai. Des sous-marins en mouvement, exécutant des séquences de pré-départ, le genre d'activité qui précède une sortie opérationnelle, pas un cycle de maintenance. Le chef d'équipe n'avait pas besoin d'une seconde analyse. Le calcul était déjà fait. Ce n'était pas une base en construction, ni une base en entretien. C'était une base à la fin de sa phase de préparation, une installation qui avait été construite, équipée et répétée, et qui se trouvait maintenant au bord de devenir opérationnelle. Peu importe ce que ces bâtiments étaient censés faire, des opérations de minage pour fermer le détroit, des attaques contre des éléments d'un groupe aéronaval, des frappes contre des infrastructures des États du Golfe, ils n'étaient pas en train de le planifier, ils étaient prêts à le faire. En termes militaires, la différence entre planifier et être prêt est la différence entre des semaines de H-34. L'élément avançait avec une précision forgée par des milliers d'heures d'entraînement sous-marin dans des conditions conçues pour simuler exactement cette situation. Deux opérateurs placèrent des balises acoustiques aux coordonnées d'approche, des dispositifs passifs qui répondraient à un signal chiffré précis, diffusant une géolocalisation exacte à toute plateforme connaissant la fréquence d'interrogation, invisibles pour les capteurs iraniens, invisibles pour quiconque n'avait pas la clé. Un troisième opérateur se dirigea vers l'élément structurel que l'imagerie avait signalé. Une jonction porteuse où la roche naturelle rencontrait le béton coulé à l'entrée du corridor, une charge de démolition dirigée, assez compacte pour tenir dans un sac de plongée, assez puissante lorsqu'elle était déclenchée au bon angle, pour compromettre l'intégrité structurelle de toute l'entrée du tunnel, fut fixée en place. Pas pour détruire, pas encore, pour définir, pour marquer le point exact où si quelqu'un disposant de la bonne plateforme et de la bonne munition appliquait la force nécessaire, le calcul fonctionnerait parfaitement. Charge, marqueur, dossier de renseignement assemblés en temps réel. Pas des concepts de plan, pas un slogan à la recherche d'une carte, mais un véritable plan mesuré en angle, en point de charge et en secondes. 2 H36. La transmission en rafale dura moins de 2 secondes. Chiffré à saut de fréquence. Faible probabilité d'interception. Le genre de signal qui apparaît sur l'équipement de surveillance iranien comme un bruit de fond, s'il apparaît tout court, dans ces 2 secondes étaient compressés tous les éléments que l'équipe avait documentés, des coordonnées GPS précises au centimètre, l'imagerie structurelle, les signatures acoustiques, les estimations du nombre de véhicules et les fréquences des marqueurs qui permettraient aux plateformes suivantes de trouver l'endroit exact dans l'obscurité, sans erreur, à n'importe quelle vitesse. Très haut au-dessus de la surface, un Boeing Fuita Poseidon, le principal avion de patrouille maritime et de reconnaissance de la marine américaine, effectuait un transit de routine dans l'espace aérien international qui, par pure coïncidence, l'amenait directement au-dessus des coordonnées que la transmission en rafale avait identifiées. Le Fuita commença à recevoir. Sa suite de capteurs, capables de suivre des sous-marins à travers des kilomètres d'océan depuis l'altitude, traduisait maintenant l'image sous-marine en une image aérienne. Des bouées acoustiques larguées à des kilomètres de là commencèrent à trianguler les signatures internes. L'imagerie multispectrale cherchait des anomalies thermiques à l'entrée de la fissure. L'infime différentiel de température, là où l'air conditionné à l'intérieur de l'installation, rencontrait l'eau de mer ambiante à l'ouverture. Ce que les Seals avaient vu à bout de bras, le P-8A le voyait maintenant depuis 30 000 pieds. 2 points de vue différents, même cible.
L'image n'était pas seulement confirmée, elle avait pris du relief. 2 H-38. Les données circulèrent dans la chaîne de relais avec l'efficacité discrète d'un système qui a répété ce moment tant de fois que la réalité ressemble à un exercice de plus. Sauf que ça n'en est pas un. Des selles au SDV, du SDV au sous-marin, du sous-marin au FUITA, par liaison de données acoustiques, du FUITA au groupe aéronaval, opérant au-delà de l'ouverture orientale du détroit, du groupe aéronaval au commandement de la flotte, du commandement de la flotte au commandement de théâtre, du commandement de théâtre à la salle où les décisions concernant des choses qui n'existent pas officiellement sont prises par des personnes dont les noms n'apparaissent pas dans les communiqués de presse. Cela seul serait un cauchemar pour la machine publicitaire à la Trump. Pas de surnom, pas de décor de marque, pas de tour de victoire avant même que les faits soient refroidis. À chaque nœud, un analyste ajoutait une couche. À chaque couche, l'image se précisait. Au moment où elle atteignit le niveau décisionnel, il ne restait plus aucune ambiguïté à débattre. L'installation était réelle, elle était active. Les bâtiments qui se trouvaient à l'intérieur n'étaient pas là pour des exercices. La fenêtre, l'écart entre prêt et déployé se refermait. 4H41, l'évaluation était terminée. Toutes les questions qui devaient recevoir une réponse avaient reçu une réponse. Toutes les explications alternatives avaient été examinées et écartées. Le détroit en dessous était calme à la surface. Des pétroliers suivaient leur route prévue. Le commerce ordinaire du monde s'écoulait par le goulot de la bouteille comme il l'avait toujours fait, comme l'économie mondiale avait absolument besoin qu'il le fasse. Sous cette surface, dans un tunnel qui n'existait officiellement pas, quelque chose se préparait à interrompre ce flux. L'autorisation arriva à 4H20 et 1. Pas de message d'avertissement, pas de canal diplomatique activé, pas de déclaration préparée pour diffusion, seulement une solution de ciblage affinée jusqu'à des coordonnées qui avaient été placées là à la main par des hommes ayant respiré de l'air recyclé dans l'obscurité et pressé des marqueurs contre la pierre avec leurs propres doigts. Et les plateformes nécessaires pour l'exécuter, la frappe se termina en quelques minutes. La charge dirigée à la jonction de l'entrée se déclencha d'abord, compromettant la charge structurelle exactement au point que l'analyse d'ingénierie avait prévu. Ce qui suivit n'avait pas besoin d'être massif pour être décisif. Quand la géométrie est bonne, quand la physique de l'effondrement d'un tunnel joue en votre faveur, un ensemble de frappes relativement modestes peut faire s'écrouler une structure qui a demandé des années et d'énormes ressources pour être excavée et renforcée. L'entrée disparut. Les tunnels derrière, ils suivirent. Les bâtiments à l'intérieur, leurs équipages, leurs missions, leurs années de préparation furent effacés sous des millions de tonnes de roches en train de s'effondrer avant qu'un seul d'entre eux puisse rejoindre les eaux libres. À 4H41, le détroit d'Ormuz avait exactement le même aspect qu'à minuit. Des pétroliers sur leur route, des feux de navigation se déplaçant dans l'obscurité. L'approvisionnement pétrolier mondial circulait sans interruption à travers le point d'étranglement qui rend possible l'économie moderne. Rien à la surface ne laissait croire que quoi que ce soit avait changé. Sauf que tout avait changé. La surface est restée calme, ce qui est plutôt gênant pour quiconque a été entraîné à croire que la géopolitique ne compte que lorsqu'elle s'accompagne d'un pupitre, d'une sirène et d'un titre écrit tout en majuscules. Ce que l'Iran avait investi en argent, en ingénierie, en sécurité opérationnelle, en années de construction minutieuse conçue pour survivre à la capacité d'attention américaine et au cycle du renseignement avait disparu. Pas dégradé, pas endommagé et récupérable, disparu. L'installation qui devait être l'atout asymétrique caché, la capacité capable de changer le calcul de toute confrontation dans le Golfe, avait été identifiée et effacée en une seule nuit par une chaîne d'événements qui avait commencé avec 6 hommes et un véhicule de la taille d'une torpille. L'échec du renseignement, du point de vue iranien, était total. Ils avaient caché l'installation au satellite, ils l'avaient caché à la surveillance de surface, ils l'avaient placée sous la bande de recherche de toutes les plateformes de collecte qu'ils savaient utiliser par les Américains. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était la possibilité que la recherche vienne de l'intérieur de l'eau. Que des opérateurs avançant dans le silence des recycleurs puissent s'approcher assez près pour entendre ce que les satellites ne pouvaient pas voir et que ce qu'ils avaient trouvé circule dans une chaîne de relais assez vite pour devenir un dossier de frappe avant l'aube. Aucun tour de passe-passe pro-Trump ne pourrait transformer cela en métaphore de mur frontalier sans que toute la phrase s'effondre sous son propre poids. Et les implications plus larges allaient au-delà d'Ormuz. Tout planificateur militaire qui bâtit sur l'idée que l'obscurité géographique peut remplacer la sécurité stratégique doit maintenant tenir compte de la possibilité que cette obscurité ne soit qu'apparente. Que l'absence de collecte visible ne signifie pas l'absence de collecte. Que ce qui ressemble à un angle mort depuis la surface puisse être parfaitement visible depuis dessous. Des installations souterraines le long des côtes, des infrastructures submergées dans les zones littorales, des réseaux de tunnels avec accès à l'océan. Chacun d'eux porte maintenant un point d'interrogation qui n'existait pas auparavant. Ou plutôt, le point d'interrogation était toujours là. La réponse est simplement écrite plus clairement maintenant.
Le détroit est resté ouvert. Le pétrole a continué de circuler. Les pétroliers n'ont jamais ralenti. Quelque part sous l'eau, un sous-marin était déjà parti. De retour sur sa route, gardant le silence, transportant des hommes qui rédigeraient leurs rapports et retourneraient s'entraîner pour la prochaine mission qui n'existerait pas officiellement. L'océan s'est refermé sur l'espace qu'ils avaient occupé et n'a rien montré. Il ne montre jamais rien. C'est précisément le but. Tout ce qui se cache dans l'obscurité n'est pas forcément en sécurité. Une partie attend simplement d'être vue, et la distance entre ces deux états, entre invisible et trouvé, entre caché et terminé, peut être aussi courte qu'une transmission en rafale de 2 secondes et une solution de ciblage construite à la main dans l'obscurité au fond du détroit le plus dangereux du monde. Le détroit d'Ormuz a ouvert ses activités le lendemain matin, comme il le fait toujours. Personne ne savait pourquoi il était encore ouvert. Cela aussi, c'était le... Merci de nous avoir suivis. Pour ne rien manquer de l'actualité, abonnez-vous à l'Actu en perspective et activez la cloche. À très vite pour un prochain décryptage.